Et puis vous parlez, vous révélez, Steve Koonin, le business du climat. Les scientifiques ont misé leur réputation et, dans de nombreux cas, leur financement sur l'existence d'une crise climatique. Les médias, bien sûr, et les organisations non gouvernementales, ainsi que les industries, éoliennes et solaires, etc., ont toutes grandi sur la base de cette notion d'apocalypse à venir. Pensez-vous que d'une certaine manière, c'était une gestion par la peur, un management par la peur, comme si on disait, bah, si nous ne faisons rien, bah, nous sommes tous condamnés. Que l'effet net de l'activité humaine est donc un réchauffement de la planète. Physiquement, cette influence augmente avec le temps, mais elle est physiquement très faible. Il s'agit d'un effet de 1% sur l'énergie qui entre et sort de la Terre. Permettez-moi d'expliquer le problème que posent l'éolien et le solaire. L'éolien et le solaire sont en fait les moyens les moins chers de produire de l'électricité, mais ils ne sont pas fiables. Si vous regardez juste sur les derniers millions d'années, il y a eu de grands cycles de glaciation et de non-glaciation. Ils se produisent environ une fois tous les 100 000 ans. La Terre sort d'une période froide qui a commencé il y a environ 20 000 ans. La dernière période chaude remonte à 125 000 ans. Eh bien, c'est lié, parce que beaucoup de gens ne veulent pas que les faits arrivent au public. Ils ne veulent pas que la réalité arrive au public, et comme vous le savez, à cause de leurs affaires, à cause des conflits d'intérêts, ainsi de suite, etc., etc. Il est plausible que l'homme joue un rôle, peut-être même un rôle dominant dans le réchauffement que nous observons actuellement. Mais ce n'est pas certain. La question n'est pas réglée. Un spectre hante le monde. Non, ce n'est pas le fascisme, ce n'est pas le totalitarisme, ce n'est pas le nazisme, ce n'est pas l'intégrisme, c'est le climat. Le climat, le réchauffement climatique. La Terre, paraît-il, est en train de brûler. Les villes, paraît-il, sont en train d'être inondées. On entend ça depuis pratiquement 40 à 50 ans. On entend ça depuis le Forum de Rome, on entend ça par un certain nombre d'institutions qui nous disent « c'est fini, c'est l'homme qui est en train de détruire volontairement la planète ». Et puis, il y a la science. Alors on dit ça au nom de la science. Mais il y a beaucoup de scientifiques qui prétendent, et qui disent, et qui montrent et qui démontrent que ce n'est pas si simple que ça. Et notamment parmi eux, un professeur qui a écrit un livre remarquable, qui a fait des millions d'exemplaires, Stephen E. Koonin. Stephen E. Koonin, il a été très longtemps professeur de physique théorique à California Institute of Technology et à l'Université de New York. Et aujourd'hui, Stephen Koonin, il est Senior Fellow au Hoover Institute de l'Université de Stanford en Californie. Bonjour Stephen Koonin. Hello. Bonjour Steve Koonin. Très heureux d'être avec vous. Bonjour André. Et je disais aux téléspectateurs de Toxin pour notre plateforme, c'est très intéressant de constater que nous vivons depuis maintenant des décennies dans un monde où l'on nous dit que l'humanité est condamnée. Vous savez, c'est comme un moment de l'an 1000 ou de l'an 2000. On disait « Ah, c'est fini pour nous, ça y est, la vie est terminée, le climat change, nous allons brûler, les villes seront englouties, toutes les villes proches des océans et des fleuves seront inondées, fini, terminé, et tout va ressembler à l'arche de Noé. » Et je veux dire, voilà, on est fini, on est tous finis. Nous sommes condamnés. Nous sommes condamnés. Et avec le dioxyde de carbone, bien sûr, le méthane et tout le reste, le gaz à effet de serre, voilà, terminé, condamné. Et là, eh bien là, Steve Koonin, vous écrivez un livre. Et j'aime beaucoup le titre anglais, bien plus que le titre français. Vous dites, c'est votre titre anglais, hein, Unsettled, What Climate Science Tells Us, What It Doesn't and Why It Matters. Ce qui est intéressant. Parce que depuis des décennies maintenant, ce que nous entendons, c'est est-ce de la science, est-ce une religion ou est-ce les deux? Or, vous, ce que vous dites, qu'est-ce que la science du climat nous dit?
Qu'est-ce qu'elle ne nous dit pas et pourquoi c'est important? Malheureusement, pour le public et pour les politiciens, c'est un mélange de science, de religion et de moralité. Mais pour nous qui sommes scientifiques, et cela devrait être une question scientifique, ce qui veut dire qu'il y a des choses que nous savons, des choses que nous ne savons pas, et nous devrions le communiquer clairement aux non-experts. Ouais, c'est très intéressant. Mais que dites-vous à ce sujet? Parce que quand vous entendez certains experts qui se qualifient eux-mêmes ainsi, sont-ils vraiment des experts? Ils savent tout. Ils ont réponse à tout. Et vous nous rappelez que la science, ce sont des interrogations, ce sont des questions. Ce n'est jamais résolu. Nous n'avons pas de réponse définitive. C'est un processus. Et dans votre livre, vous abordez tous les domaines. Et ce qui est très intéressant, c'est ce que vous dites toujours, Stephen Koonin, que le globe ne brûle pas. Nous ne sommes pas en train de brûler. Ce n'est pas un rôti. Vous dites que les océans, oui, bien sûr, il y a de la chaleur accumulée, mais ce n'est pas quelque chose qui va tous nous tuer. Et ce qui est intéressant, c'est ce que vous répétez dans votre livre. Nous savons que les hommes ont un impact sur le climat, mais nous ne pouvons pas dire que l'homme est en train de tuer la Terre. Alors dites-moi, quelle est la recherche qui vous a conduit à cela, à prendre le temps de faire ces recherches? Quel est le rôle, le lien entre l'action humaine et la nature? Oui. J'ai premièrement eu l'occasion de m'informer sur ce sujet, de manière générale, il y a une trentaine d'années. Dans le cadre de mon travail pour le gouvernement américain, j'ai eu l'occasion de rencontrer certains des meilleurs scientifiques qui travaillaient sur la science du climat à l'époque. Ensuite, ma carrière m'a amené à travailler dans le domaine de l'énergie pendant un certain temps, et j'ai appris sur le sujet de l'énergie. Puis, je suis revenu à la science vers 2014, il y a donc une dizaine d'années. J'étais très troublé de voir comment les médias présentaient la science de manière erronée et, dans une certaine mesure, les résumés des rapports officiels par rapport à ce qui se trouvait à l'arrière des rapports ou dans la littérature de base. Dans d'autres parties de ma carrière scientifique, j'ai conseillé les gouvernements et l'industrie sur des questions techniques, scientifiques, technologiques, etc. Je me suis toujours efforcé de dire les choses telles qu'elles étaient, de ne pas les déformer, d'exposer tous les faits, toutes les inconnues, de manière transparente et complète. Ce que j'ai vu se passer dans le domaine du climat était presque l'exact opposé de cela. En tant que scientifique, j'ai été très agacé, mais j'ai aussi eu le sentiment que la société commençait à prendre des décisions majeures en matière d'infrastructure, de réglementation et d'économie, sur la base d'informations erronées. J'ai donc décidé de prendre la parole et de finalement écrire ce livre dont nous allons parler. Très intéressant. Vous soulignez de nombreux points que je voudrais mettre en avant. Prenons le temps. Que dites-vous à ce sujet? C'est intéressant de voir la différence entre ce qui était dans les premiers rapports ou dans les dernières pages de certains rapports. Vous avez marqué des différences frappantes. Pourriez-vous donner un exemple? Je veux dire, pour souligner cela. Par exemple, dans le dernier rapport de l'ONU, vous pouvez trouver dans le résumé pour les décideurs politiques une déclaration qui dit que l'augmentation des vagues de chaleur contribue au décès. Davantage de personnes meurent à cause de l'augmentation des vagues de chaleur. Mais en fait, si l'on examine les données,
On constate qu'il y a beaucoup moins de personnes qui meurent de froid extrême à mesure que la température augmente. Le résultat net est donc que moins de personnes meurent de température extrême, mais vous ne le sauriez jamais en lisant le résumé des politiques. Oui, c'est très intéressant. Vous dites ce qu'ils disent, nous mourrons de chaleur extrême. Mais de moins en moins de personnes meurent de froid extrême. Oui, 10 fois plus de personnes meurent du froid extrême. Oui, oui. Et puis vous parlez, vous révélez, Steve Koonin, le business du climat. Dites-moi, est-ce que le problème, c'est que c'est devenu, il y a bien longtemps, un business avant tout? Est-ce que cela a remplacé ce qui aurait dû rester de la science? Il y a beaucoup de gens qui ont, disons, intérêt à ce que l'histoire soit racontée d'une manière ou d'une autre. Les scientifiques ont misé leur réputation et, dans de nombreux cas, leur financement sur l'existence d'une crise climatique. Les politiciens ont pris des risques, à mon avis, en agissant trop rapidement et trop vigoureusement en réponse à une crise climatique. Les médias, bien sûr, et les organisations non gouvernementales, ainsi que les industries, éoliennes et solaires, etc., ont toutes grandi sur la base de cette notion d'apocalypse à venir. Oui, car il y a beaucoup d'argent dans l'industrie éolienne, dans l'industrie solaire et tout cela. Pensez-vous que d'une certaine manière, c'était une gestion par la peur, un management par la peur, comme si on disait, si nous ne faisons rien, nous sommes tous condamnés. Oui, oui, oui. Dans l'hémisphère nord, vous voyez, on dit arrêtez tout. Bien sûr, la peur a été un motivateur très puissant, mais c'est aussi le fait de penser aux enfants ou aux petits-enfants, ce que nous devrions tous faire, mais d'une manière constructive. Certaines choses ont été laissées de côté. Il y a 4 milliards de personnes dans le monde qui ont besoin de plus d'énergie, et ce débat n'en tient pas du tout compte. Arrêtez tout et nous devons revenir à la simplicité de la nature. Et d'autres disent, oui, mais nous avons besoin d'énergie, nous avons besoin de réfrigérateurs, nous avons besoin de tout ça que vous avez et que nous n'avons pas. Alors c'est facile pour vous de dire ça. Oui, et ils diront aussi, quelle que soit la menace que vous imaginez concernant le climat, nous avons des besoins beaucoup plus immédiats et importants, et nous devons d'abord les satisfaire. Dans votre livre, ce que vous montrez, ce sont ces beurs. Vous savez, si on réfléchit bien, par exemple, vous avez parlé des vagues de chaleur. Comment se fait-il que, comme je l'ai entendu ici en France, en Europe et partout ailleurs, on dise « Souvenez-vous de l'Asie, il y a 50 ans ». Ils ont dit que certaines villes de Californie, mais ils ont dit que certaines villes de Californie, je me souviens de San Francisco, Los Angeles, en France, certaines des villes proches de l'océan Atlantique seraient submergées, seraient noyées. Ils disaient cela dans les années 2000. De nombreuses villes allaient disparaître. Alors comment ces personnes pouvaient-elles affirmer cela avec autant de certitude, comme si cela allait forcément arriver? Il est certain que le grand public et les hommes politiques ont une attitude très peu critique à l'égard des faits, en particulier des faits quantitatifs. Il est assez facile de consulter les données officielles sur le niveau de la mer, les tempêtes, les températures, etc. et de se faire une idée de ce qui se passe réellement. Il y a des gens qui font toutes sortes de projections farfelues,
sur ce que sera l'avenir, mais si vous regardez les données sur le niveau de la mer, par exemple, vous constaterez qu'il s'agit d'une augmentation constante et très lente de 30 mm, 3 cm par décennie. Bah oui, une décennie. 3 mm. 3 mm à 3 cm par décennie, 10 ans. Super. Oui, 30 cm en un siècle. Ouais. Donc, nous ne sommes pas en train de nous noyer de cette façon. Mais alors, comment cela se fait-il, professeur Kunin? Ces personnes qui en parlaient il y a des décennies affirmaient cela avec certitude. Elles étaient bien accueillies dans les médias, par des scientifiques, des experts et tout le monde. Je veux dire, comme vous l'avez dit, les gens les croyaient, ils croyaient vraiment, et c'était étrange. C'était présenté comme vrai, mais c'était pire que la bombe atomique, la guerre nucléaire. Les prédictions sont toujours énoncées comme des possibilités. Il y a donc toujours une échappatoire, peut-être. Mais je pense que vous avez raison. Les médias devraient dénoncer ces prédictions ridicules d'il y a 10, 20 ou 30 ans. Les médias ne le font pas assez. Ils ne se rappellent pas de ce qu'ils ont dit, ou de ce qui a été dit il y a 20 ou 30 ans. À présent, je vais vous demander quelque chose, car dans votre livre, c'est ce qui est très intéressant. Vous dites que l'action de l'homme sur la Terre a commencé il y a 2 ou 3 siècles. Concernant le réchauffement, vous dites que l'action humaine a une influence, mais qu'on ne peut pas dire qu'elle a une influence définitive sur toute l'histoire de la Terre. Alors, expliquez-vous, comment définissez-vous cela? Comment précisez-vous ce point? Quand nous parlons des influences humaines et autres sur le climat, puis de la façon dont le climat répond à ces influences, ce sont deux choses différentes. Les influences humaines dans le monde moderne sont notamment le résultat des gaz à effet de serre, principalement le dioxyde de carbone, provenant de la combustion des combustibles fossiles, mais aussi le méthane. Et aussi les aérosols. Les aérosols refroidissent la planète, tandis que les gaz à effet de serre la réchauffent. Et ils compensent les aérosols, de sorte que l'effet net de l'activité humaine est donc un réchauffement de la planète. Physiquement, cette influence augmente avec le temps, mais elle est physiquement très faible. Il s'agit d'un effet de 1% sur l'énergie qui entre et sort de la Terre. 1%, c'est peu, ce qui signifie qu'il vaut mieux comprendre tous les autres éléments du système climatique à ce niveau de précision, 1%, si vous voulez être en mesure d'affirmer que c'est dû aux gaz à effet de serre. Malheureusement, nous n'avons pas cette précision dans notre compréhension. L'autre chose qui complique la situation, c'est que le système climatique a des rétroactions. Par exemple, si vous réchauffez un peu la planète, il y aura moins de neige et de glace, et donc elle absorbera un peu plus de soleil parce qu'elle est plus sombre. De même, si la planète se réchauffe, il y a un peu plus de vapeur d'eau dans l'air. Il pourrait donc y avoir un peu plus de nuages, ce qui rendrait la planète plus froide. Il faut donc comprendre toutes ces choses pour pouvoir prédire de manière responsable et précise comment le climat va réagir aux influences humaines.
Oui, professeur. Et maintenant, vous dites que l'influence humaine sur le changement climatique est d'environ 1%. Vous dites que c'est une terra incognita. Nous ne savons pas exactement quels sont les effets du réchauffement. Par exemple, certaines plantes bénéficient de cette chaleur, nous aurons peut-être plus d'arbres, plus de végétation, et ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Ce que vous dites, c'est que les gens ne voient pas l'autre côté de la médaille. C'est ça? Oui, le magnifique paysage derrière moi, qui est la vue de ma maison, est plus vert à cause de l'influence de l'homme. Plus de dioxyde de carbone aide les plantes à mieux pousser. Un peu plus de chaleur rallonge la saison de pousse. L'augmentation du CO2 présente donc des avantages et des inconvénients. Nous devons trouver un équilibre entre tous ces éléments lorsque nous décidons de ce que nous devons faire. C'est très intéressant car en France, mais pas seulement en France, tout est axé sur un seul objectif. Et vous voyez, lors des COP 21, 22, 23 et suivantes, et vous voyez, lors des COP 21, 22, 23 et suivantes, on dit « réduisons le dioxyde de carbone ». Alors ça, c'est l'alpha et l'oméga de la planète, réduisons-le, mais nous avons besoin de dioxyde de carbone. Tout à fait. Les plantes adorent le dioxyde de carbone. Si vous allez dans une serre, la quantité de dioxyde de carbone dans l'air de la serre est souvent 3 ou 4 fois plus élevée qu'à l'extérieur. C'est pourquoi les plantes poussent si bien dans les serres. Oui, on a besoin de ça. Et nous avons besoin de plantes. Tout à fait. Bien sûr. C'est la base de la vie. Par ailleurs, le sentiment d'urgence de réduire le dioxyde de carbone dépend vraiment de l'endroit où vous vous trouvez. Encore une fois, si j'étais assis quelque part en Afrique subsaharienne, je dirais probablement « Dégagez d'ici avec votre dioxyde de carbone. J'ai vraiment besoin d'énergie et la meilleure façon de l'obtenir est de brûler du charbon ou du gaz. » Et oui, cela dépend d'où vous êtes. Si vous êtes en Europe, aux États-Unis ou ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que ce sont les mêmes personnes, vous savez, comme en Allemagne, les Grünen, les Verts, les fameux Grünen, disent, enfin, mettons fin à tout cela, le dioxyde de carbone doit être totalement éliminé. Absolument. Vous savez, on en a fini avec le méthane et tout le reste. Maintenant, les Allemands rouvrent leur usine à charbon. Si vous croyez que nous devons changer le système énergétique, alors il y a certaines réalités fondamentales sur la technologie et sur l'économie que vous ne pouvez pas éluder. L'une d'entre elles est que l'on a toujours besoin d'une énergie fiable et abordable. La seconde est qu'à l'heure actuelle, les combustibles fossiles constituent le meilleur moyen d'y parvenir. Peut-être qu'à l'avenir, nous serons en mesure de développer de meilleurs panneaux solaires, batteries ou autres. Mais il est insensé de détruire notre système énergétique actuel sans avoir quelque chose de mieux pour le remplacer. Permettez-moi de dire que c'est ce qui se passe principalement en Occident, en Europe et dans une certaine mesure aux USA. Si vous écoutez le président Xi en Chine, il dit très explicitement « Nous ne détruirons pas notre système énergétique actuel tant que nous n'aurons pas quelque chose de mieux pour le remplacer. » Oui, et c'est intéressant qu'aux États-Unis, certaines personnes disent « Nous allons mettre fin au fracking, nous allons en finir avec le fracking. » Et d'autres disent « Drill, drill, percez, percez encore. » Vous savez, c'est intéressant. Aux États-Unis, je pense qu'il y a plus de divergences d'opinion qu'en Europe.
Et au-delà de ça, quelle est votre opinion sur l'énergie solaire et éolienne? Vous savez, en Europe, des milliards et des milliards de dollars ont été investis dans l'énergie solaire, les éoliennes, les machines éoliennes, etc. Et bien maintenant, les gens commencent vraiment à revenir là-dessus. Je vois comment on ne réfléchit pas. Vous savez, l'Allemagne n'a plus de centrales nucléaires. Terminé. Ils ont arrêté toutes leurs centrales nucléaires. Ce n'est pas le cas en France. Et maintenant, comme vous le savez, avec la guerre et tout ça, nos prix de l'électricité ont explosé. Vous savez, c'est sans limite. Hein. Et en Allemagne, nous achetons du gaz de schiste aux États-Unis. Nous achetons du pétrole indien en Inde. En fait, c'est du pétrole russe, etc. Que se passe-t-il? Je veux dire, vous êtes un homme de science. Comment se fait-il? Comment les politiciens, comment se fait-il que les gens qui nous gouvernent partout ne voient pas cela? C'est une question politique. Que ce soit à gauche ou à droite, ils ne réfléchissent pas. Ils pensent à aujourd'hui, ils ne pensent absolument pas à demain. Pourquoi? C'est l'ignorance, en grande partie. Je ne pense pas que ce soit une ignorance délibérée. C'est de l'ignorance. Mais qui pense à la façon dont fonctionne vraiment le système électrique, par exemple, à moins de l'avoir étudié en profondeur, on ne le comprend pas. Permettez-moi d'expliquer le problème que posent l'éolien et le solaire. L'éolien et le solaire sont en fait les moyens les moins chers de produire de l'électricité, mais ils ne sont pas fiables. Vous n'obtenez de l'électricité que lorsque le vent souffle ou que le soleil brille. Or, vous avez besoin d'électricité 24 heures sur 24 de manière fiable. Pour cela, il faut disposer d'un système de secours. Il peut s'agir de turbines à gaz, d'énergie nucléaire ou de batteries géantes. Mais quoi qu'il en soit, ce système de secours sera plus cher que l'énergie éolienne et solaire elle-même. Vous avez donc immédiatement doublé le coût du système électrique, si ce n'est plus. Et malheureusement, il y a de longues périodes pendant lesquelles le vent ne souffle pas et le soleil ne brille pas. Les Allemands ont donné un nom à ce phénomène. C'est Dunkelflaut, qui signifie immobilité obscure. Vous avez besoin d'un système de secours très performant pour traverser ces périodes très longues mais rares, où il n'y a ni vent ni soleil. Et d'accord. Et maintenant, je ne parle plus de l'expert en énergie, à l'expert en électricité et au climat. Je parle du sociologue Steve Koonin. Comment se fait-il, comme vous l'avez dit, qu'il y ait ce phénomène, le business, ce phénomène de la personnalisation? J'aime bien Greta Thunberg. Elle va parler à l'Assemblée générale des Nations Unies et elle dit « Comment osez-vous? How dare you? How dare you ?» Rappelez ce discours. I don't know. I mean, some great chief, Winston Churchill. I don't know. You know. Je n'aime pas parler de choses qui dépassent mon expertise. Donc, je ne vais pas vous donner une réponse directe à ce sujet. Mais ce que je peux vous dire, c'est que lorsque je parle en privé, à de nombreux hommes politiques, à de nombreux PDG de grandes entreprises, ils comprennent la situation. Ils sont d'accord avec pratiquement tout ce que je dis, mais ils n'osent pas le dire en public, parce qu'ils ont peur d'être ostracisés, de perdre leur emploi, de ne pas être élus, etc. C'est donc, malheureusement, la domination de l'opinion publique, une opinion publique mal informée qui a créé la situation actuelle. C'est intéressant parce que vous enseignez, vous êtes un enseignant vous-même, Steve Koonin, vous avez entendu, vous avez parlé de la responsabilité des médias, des politiciens, des faux experts. Qu'en est-il des écoles? Qu'en est-il des universités? Comment se fait-il que les universités, les écoles, les centres d'enseignement ne disent pas ce qu'elles doivent dire sur les doutes, la réalité, la relativité de ce changement climatique? Qu'est-ce qu'elles font?
Permettez-moi de dire que j'ai enseigné le climat et l'énergie à l'Université de New York pendant 4 ans. Et j'ai enseigné directement à partir de la littérature de recherche, des rapports officiels et ainsi de suite. Les étudiants en sortaient les yeux ouverts, tant sur la réalité du système climatique que sur les possibilités de modifier rapidement le système énergétique. Il s'agit d'étudiants en ingénierie et en commerce, qui sont peut-être plus réceptifs à la pensée quantitative. Le problème, c'est que nous n'avons pas des centaines et des milliers de Steve Conine. Hein. C'est ce qu'il nous faut, ce qu'il nous faudrait. Non, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. L'autre problème est que l'on est ostracisé dans les universités et dans les médias quand on commence à dire ces vérités. À l'université de New York, j'ai réussi à passer sous le radar, pour ainsi dire, et à donner les cours que j'ai donnés. Ouais, il faut des gens qui luttent contre l'utilisation de la doxa, Steve Conine, dans ce laboratoire. Je veux dire, avez-vous des ennemis? Avez-vous des gens qui disaient... Pas vraiment. Ils m'ont ignoré. Il est très difficile, je pense, de critiquer ce que je dis, puisque presque tout n'est pas de ma science, mais c'est ce qui se trouve dans les rapports. Je peux vous montrer le tableau 12-12 du rapport qui dit qu'il n'y a pas de tendance à long terme dans la plupart des événements climatiques extrêmes, par exemple. C'est difficile. Lorsque je parle à des climatologues, ils sont d'accord. En fait, il y a un mois, l'un d'entre eux a déclaré « Steve, ce que vous dites, la plupart des climatologues le croient, mais ils n'osent pas le dire en public. » C'est très intéressant. Ils ne le disent pas. Vous dites ça de beaucoup de gens. C'est comme en Europe. En France, ils sont d'accord avec vous, mais ils ne le disent pas en public. Ben oui, c'est le modèle. Hein. Vous savez, quand vous dites quelque chose de très intéressant, je veux dire, zéro dioxyde de carbone n'existe pas. C'est une supercherie quand vous dites, nous devons arriver à zéro dioxyde de carbone. C'est du bullshit. When you say, we must arrive to zero carbon dioxide. Eh bien, si vous croyez que c'est ce que nous devons faire, vous devez aussi croire que nous n'y arriverons pas. Car si l'on considère la croissance de la demande d'énergie à mesure que les populations pauvres se développent, si l'on considère la nécessité de disposer d'une énergie fiable et abordable, il faudra au moins un siècle, voire plus, pour arriver à zéro. Oui, alors nous avons le temps de réfléchir à cela. Eh bien, parlons de... Ce que je trouve incroyable est aussi, la semaine dernière, j'ai participé à un forum dans la petite ville de Santa Barbara, en Californie. C'est une belle ville au nord de Los Angeles. Le gouvernement de la ville s'efforce d'atteindre un niveau d'émissions net nul dans 10 ans. En 2035. Vous pouvez calculer exactement combien Santa Barbara émet aujourd'hui et le comparer aux émissions du reste du monde. La réponse est que Santa Barbara émet 25 millionièmes des émissions mondiales. Par conséquent, si elles étaient réduites à zéro, ce qui leur occasionnerait des dépenses et des perturbations considérables, cela n'aurait aucun effet sur le climat ou sur les influences humaines sur le climat. Les gens ne réalisent pas qu'il s'agit d'un problème mondial. Ce n'est pas un problème local. Oui, c'est exact. Vous n'avez pas de frontières pour dire « Oh, ça s'arrêtera à cette frontière, vous savez, comme en Tchernobyl, ça ne dépassera pas les frontières. » Oui, c'est complètement ça. À propos de... Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Que diriez-vous des théories quand on prend une perspective historique et que l'on revient à ce que nous avons vécu avec la science? Let's say historical, and we go back to what science tell us, and not
Mais dites-nous la vérité, et pas, je veux dire, des bêtises. Et vous savez, à propos de ce qui s'est passé, je ne sais pas, il y a 1 million d'années, 500 000 ans, ou 15 000 ans, certaines personnes disent, vous voyez, nous avons traversé, je veux dire, la Terre a traversé des périodes très froides, des périodes de chaleur intenses, très intenses. Des périodes de chaleur très intenses. Est-ce vrai? Est-ce que nous sommes dans des cycles différents? Oui, en fait, si vous regardez juste sur les derniers millions d'années, il y a eu de grands cycles de glaciation et de non-glaciation. Ils se produisent environ une fois tous les 100 000 ans. La Terre sort d'une période froide qui a commencé il y a environ 20 000 ans. La dernière période chaude remonte à 125 000 ans. À cette époque, la température globale, pour autant que nous puissions en juger, était supérieure d'environ 2 degrés à ce qu'elle est aujourd'hui. Et le niveau de la mer était supérieur de 6 mètres à ce qu'il est aujourd'hui. Ce phénomène s'est répété à de nombreuses reprises dans le passé. Cela tient à la façon dont la lumière du Soleil tombe sur la Terre, contrôlée par l'orbite de la Terre. Nous comprenons cela assez bien. Le changement climatique que nous observons actuellement est un réchauffement d'environ 1,2 degré depuis 1900. Nous ne savons pas s'il s'agit d'un phénomène sans précédent ou non, car nous ne disposons pas de la précision nécessaire pour remonter dans le temps, disons tous les 10 ans environ. Il est plausible que l'homme joue un rôle, peut-être même un rôle dominant dans le réchauffement que nous observons actuellement, mais ce n'est pas certain. La question n'est pas réglée. Et quand vous entendez des gens dire qu'en 2050 ou 2070, nous aurons 2 degrés de plus et des milliards de personnes qui vont mourir, nous avons entendu ça chez nous à la télévision. Oui, nous avons entendu vraiment ça partout. C'est dans les médias. Comment se fait-il que ces gens disent qu'ils vont mourir par milliards et en plus, vous savez, je suis allé vous voir à propos on parle de migrants, d'immigrants, les changements climatiques, il va y avoir des milliers, des millions du climat en Europe, des millions qui vont quitter le sud à cause de la chaleur pour venir dans le nord. Et on dit toujours, oui, vous n'avez rien vu, vous n'avez rien vu, encore rien vu de ce qui va se passer, ça va être terrible. Oui, le climat va envoyer des milliards de personnes et inonder nos villes, etc., etc. Oui, oui. Prenons d'abord une perspective historique. Remontons à 1900 et regardons jusqu'à aujourd'hui, de 1900 à aujourd'hui. Au cours de ces 120 dernières années, la planète s'est réchauffée d'environ 1,2 degré. C'est à peu près ce que prévoit la meilleure estimation du GIEC pour les 100 prochaines années, 1,2 degré de plus. On peut donc se demander quel a été l'effet d'un réchauffement de 1,2 degré dans le passé. La réponse est que, de 1900 à aujourd'hui, nous avons assisté à la plus grande amélioration jamais enregistrée en matière de bien-être humain. La population mondiale a été multipliée par 5, l'espérance de vie est passée de 32 ans à 73 ans, le PIB par habitant a été multiplié par 7, le taux d'alphabétisation est passé de 20 à 80%, et le taux de mortalité dû à des événements climatiques extrêmes a été divisé par 50, et ce, malgré, ou peut-être à cause du réchauffement que nous avons observé. Alors, si vous me dites que le monde va s'effondrer si la température augmente encore de 1,2 ou 1,3 degrés, c'est assez incroyable. Eh bien, c'est la meilleure façon de résumer tout ça, hein, Steve Koonin, vraiment.
Ce sont des faits. Vous ne spéculez pas, vous dites les faits. C'est incroyable. Quand vous voyez des gens, vous savez, peindre la Mona Lisa, vous savez, hein, arroser la Mona Lisa de peinture ou de soupe pour sauver la planète, oui, pour sauver la planète. Vous savez, ces militants dans les rues dont vous parlez, ce ne sont pas seulement les politiciens, les médias, les militants d'idéologie, non, non, ils vont polluer. Et je veux revenir, je voudrais conclure là-dessus. Comment se fait-il? Et nous avons vu cela avec l'expérience du Covid. Nous avons vu ce que nous avons vu ce que dans de nombreux domaines et beaucoup d'autres. Comment se fait-il? Comment pouvons-nous revenir aider aux gens? Ceci est la science, ce n'est pas l'idéologie, ce n'est pas la religion, c'est la science. Est-ce qu'on reviendra au jour? Est-ce qu'on reviendra un jour à ça? Et au nom de la science, s'il vous plaît, arrêtez tous les biais cognitifs que nous entendons. C'est très difficile. C'est pour cela que j'ai écrit le livre sur l'histoire du climat. Mais comme vous le dites, il y a d'autres domaines dans lesquels nous avons ce même problème. Je pense qu'en ce qui concerne le climat, l'histoire s'écrit toute seule. Parce qu'alors que les difficultés de la transition énergétique deviennent évidentes pour tout le monde, en particulier en Europe, mais aussi aux États-Unis, les gens commencent à vouloir examiner de plus près les faits sous-jacents. C'est ainsi que je constate, et d'autres personnes comme moi, que les gens sont de plus en plus réceptifs à l'examen des faits. Et je dois dire que les faits ne sont pas largement connus. Toutes les statistiques que je vous ai citées sur ce qu'il s'est passé au cours des 120 dernières années, je ne les connaissais pas avant de les avoir recherchées, parce que je voulais faire cette comparaison. Nous devons donc faire un travail d'éducation, mais les médias doivent permettre aux faits de s'exprimer et non un récit préétabli. Oui, et comme vous dites dans ce cas, eh bien, c'est un autre domaine, c'est un autre sujet. Eh bien, c'est lié, parce que beaucoup de gens ne veulent pas que les faits arrivent au public. Ils ne veulent pas que la réalité arrive au public, et comme vous le savez, à cause de leurs affaires, à cause des conflits d'intérêts, et ainsi de suite, etc., etc. C'est donc très important, et si vous faites ce travail, et vous le faites, et vous avez un très bon boulot là-dessus, les scientifiques, ceux qui savent vraiment ce qui se passe, qui savent de quoi ils parlent, eh bien qu'ils fassent des livres, et parlent, et tout cela pour dire aux gens, regardez, ce n'est pas ce qu'on vous enseigne, ce n'est pas ce qu'on vous dit. Oui, ce n'est pas ce qu'ils vous disent. Et vous savez, la réalité, la fausse réalité, c'est ça. Et nous voyons ça, comme vous l'avez dit, je veux dire, dans tous les domaines, dans de nombreux domaines. Ce ne sont pas seulement les faits, mais ce sont des explications simples qui donnent une image plus précise aux gens. Je suis fier de ce que j'ai fait dans ce livre, car j'ai fourni des images simples qui résument les faits et qui donnent aux gens un moyen de penser à l'ensemble. Et nous avons besoin de cela dans d'autres domaines également. Absolument. Dernière chose, professeur, vous avez dit que, vous voyez, les gens sont de plus en plus conscients de ce qui se passe. Vraiment, vous ressentez cela dans votre activité, chez les gens que vous rencontrez, un peu partout? Est-ce qu'il y a un réveil, d'une certaine manière, un vrai réveil? Oui, je vais vous donner un exemple récent. D'éminents experts en énergie écrivent que cette transition énergétique va prendre beaucoup plus de temps et être plus coûteuse et qu'elle va se faire à des prix différents, à des vitesses différentes. Il est donc déjà admis que l'objectif zéro net d'ici 2050 ne sera pas atteint, que la route sera beaucoup plus longue et que nous n'y parviendrons peut-être jamais. C'est ce qu'écrivent les experts en énergie du courant dominant, avec prudence, pas avec autant d'audace que je le ferai,
Mais je suis un universitaire titulaire et je peux dire ce que je veux. Ben oui, c'est ce que l'on pense. Et qu'en est-il? Vous voyez, pensez aux voitures électriques. Vous savez, en France, on dit qu'en 2035, il n'y aura plus rien, aucune voiture thermique, que des voitures électriques. Mais voilà, toutes les voitures qui étaient là, c'est fini. Beaucoup de gens disent que c'est complètement fou. Est-ce qu'on peut faire ça en 10 ans? Ça n'a pas de sens. Vous ne devriez pas. Tout d'abord, parce que la technologie a besoin de temps pour mûrir en Europe. Deuxièmement, le réseau sera davantage sollicité. Il y aura besoin de plus d'électricité. Troisièmement, et je pense à la vie à Paris par exemple, comment allez-vous brancher toutes ces voitures dans la rue? Je pense que, pour le meilleur ou pour le pire, les Japonais de Toyota ont pris la bonne décision. Ils n'étaient pas très enthousiastes à l'égard des véhicules entièrement électriques. Ils ont préféré les hybrides et les hybrides rechargeables, qui peuvent fonctionner pendant un certain temps à l'électrique, mais qui passent ensuite à l'essence ou au diesel lorsque la charge est épuisée. C'est une façon beaucoup plus efficace, je pense, de résoudre ce problème. L'hybride et la sagesse est d'une certaine manière. Enfin, professeur, nous devons vous remercier. C'est pour quand votre prochain livre? Vous êtes en train d'écrire un nouveau livre en ce moment? Eh bien, je pense écrire un livre sur l'énergie, parce que le système climatique est un sujet mystérieux, compliqué, nuancé, que j'ai essayé d'expliquer dans ce livre. Et je pense essayer de faire un livre similaire sur l'énergie, qui est tout aussi mal comprise, notamment certaines choses dont nous avons parlé au cours des 10 dernières minutes. Ouais, très intéressant, car vous séparez les faits des fantasmes. Ce qui est intéressant pour moi, ce qui est révolutionnaire, c'est la pédagogie. Il faut que les gens comprennent et que vous leur fassiez comprendre. C'est l'essentiel. Merci. Merci. Mon but est d'informer, pas de persuader. Encore une fois, merci beaucoup, professeur Koonin. C'est un plaisir de discuter avec vous.